Bon, bah, bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus nombreuses et nombreux ce soir. Bon, on est très content d'accueillir ce soir Aurélien Masson, donc un éditeur, un directeur de collection de la série Noire. Alors le plus souvent, les libraires invités en majorité, depuis 5 ans, c'est les auteurs qui sont en majorité. Une fois sur 3 ou 4 à peu près, on essaye de convaincre un éditeur qu'on aime en fait d'accepter de faire l'exercice. Et Aurélien s'y est prêté avec joie, je crois. Bon, en fait, il est un peu intimidé, hein, mais je crois que ça va très bien se passer. Et donc voilà, après, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Après, tu as une sélection donc, de livres qui sont importants pour toi. Juste, il n'y a pas... attends, non, je l'ai dans mon sac, en fait, la liste, je l'ai un peu sous les yeux. Bah, attends, sinon je vais te les mettre là. Ouais. Voilà. Ouais, bon, on va faire un peu ça. Donc ben, bonsoir. Merci d'être venu. Alors moi, je suis pas du tout un intellectuel. Enfin, les livres, là, je vais vous parler juste des sensations que ces livres m'ont procuré, mais je ne vais pas vous faire des analyses sur le pourquoi ou le comment de telle œuvre. C'est un peu comme ça mon parcours imaginaire dans les livres. Donc là, il n'est pas au-dessus de la pile parce que j'avais oublié de le mettre au début dans la liste. Mais voilà, le livre qui a tout créé un peu chez moi, c'est quand même Le voyage au bout de la nuit de Céline. Il est là. Voilà. Donc Voyage au bout de la nuit, c'était c'est un livre que j'ai lu un peu trop tôt en fait. Parce qu'il m'a un peu corrompu l'esprit, je m'en suis rendu compte après coup, ça a développé une vision un peu noire de la vie, donc je sais pas si j'ai un fils, là, je sais pas si je lui ferai lire à l'âge auquel je l'ai lu, donc c'est parce que j'ai lu ce livre, en fait j'avais 14 ans, et c'était l'hiver, donc moi je viens d'une famille, personne n'est parfait, mais d'extraction plutôt bourgeoise, donc il m'arrivait d'aller au ski quand j'étais gamin. Et donc en fait j'étais dans une petite station, il neigeait, on ne pouvait pas aller faire de ski, c'était impossible. Et il y avait dans la maison que les grands-parents avaient loué, il y avait ce livre. Et je l'ai pris comme ça complètement par hasard. Donc c'est 7 minutes par livre. Hein. Donc je vais faire 10 minutes sur Céline et je ferai 1 minute sur Lovecraft parce que je n'ai pas tout non plus. Voilà. Et donc quand j'ai lu ce livre, moi je viens d'une famille où j'avais des grands-parents qui étaient justement à l'inverse de moi, un peu intellectuels, il y avait des agrégés, enfin ils étaient à fond dans la littérature, le latin, le grec et tout ça. Et tout ça me paraissait extrêmement éloigné, ça me touchait peu. Moi j'étais plutôt de la génération Nintendo, Mario Bros, Michael Jordan, enfin je lisais pas quoi. Et tout d'un coup, je suis tombé sur ce livre et dès la première phrase, j'avais l'impression que j'avais un mec qui était collé sur mon épaule et qui me parlait. Je me disais, ah, on peut faire ça dans la littérature, on peut s'exprimer ainsi. Et à partir de ce jour-là, les livres m'ont paru, je sais pas comment, voilà, des amis, des compagnons. Céline, j'adorais, c'était d'une noirceur absolue. C'est pour ça que je dis que je l'ai peut-être lu un peu tôt, parce que toute sa désespérance et tout son pessimisme sur la nature humaine, sur l'hypocrisie, sur voilà quoi, l'amour c'est l'infini à la portée des caniches. Tout ça, j'étais là à me dire mais c'est impossible que voilà, enfin cet homme existait, je savais pas, et tout d'un coup voilà, c'était comme un grand frère. Et après, après j'ai découvert qui était le personnage, et vu que moi je venais, quand j'étais gamin, j'écoutais du punk, c'est ce qui me faisait beaucoup rire. Et je sais pas si vous vous souvenez de cette photo avec Sid Vicious en train de jouer de la basse avec son t-shirt rouge avec la croix gammée, enfin tous ces côtés, comment dire, être gratter, quoi, faire aller à rebrousse-poil. Donc après, quand j'ai découvert qui était Céline, ça collait, quoi. Je me disais, voilà, il y a un pendant à la musique que j'écoute dans la littérature. Et donc après, je les ai tous mangés. Hein. Je parle de celui-là, mais je pourrais sur un de mes préférés, en fait.
parce que l'idée d'une liste, ça c'est terrible en fait. Mais bon, je vous conseille aussi Guignol's Band, qui est quand même, voilà, hein, pour moi la rigueur encore plus fort que le voyage. Et Guignol's Band, ce qui est génial, c'est que il peut vous décrire pendant 40 pages, mais 40 pages de Céline, hein. Pendant 40 pages, il peut vous décrire 1 heure dans un bar, et tout d'un coup, après, il vous fait des ellipses, enfin, il y a un rapport au temps, et tout ça est très plastique, et totalement porté par, j'allais dire, une certaine poésie, enfin, une poésie, enfin, pas du caniveau, mais enfin, des contre-allées, des arrière-cours. Dans le voyage, j'adore la fin quand il décrit son métier de médecin dans les quartiers populaires, avec tous les gens qui souffrent, les gens cassés. Moi, mon père est médecin, et donc j'en voyais 2-3, et je trouvais que les gens cassés, et je trouvais qu'il en parlait avec à la fois beaucoup de férocité et énormément d'amour. Et puis Céline, moi dans mon bureau, j'ai une photo de lui où il est assis là, avec sa vieille redingote, enfin, parce qu'il aimait bien se faire plaindre, hein. Donc il fallait toujours qu'il soit souffreteux, que tout aille mal. C'est la plainte, quoi. Ça c'est le côté médecin. Et donc il était installé à sa table, et derrière il y a ces fameuses passes à linge, où on voit derrière chaque page 1, 2, 3, 4, il y a 10 pages pour chaque page. Et voilà, donc moi j'aurais bien aimé être une petite souris pour lire les pages qui n'ont pas été retenues. Donc voilà, donc ça c'était Céline. Je dis juste simplement, voilà, un des drames de la librairie, surtout indépendante et de taille modeste, c'est la logistique. Et donc tous les livres qu'Aurélien avait prévu de présenter sont bien arrivés dans les quantités désirées, donc il y en aura pour tout le monde normalement, sauf Voyage au bout de la nuit où il n'y en a qu'un seul. Donc, alors ensuite, il y a l'éducation sentimentale, parce que pour moi les caniches, il faut quand même se rassurer. Quoi ? Les caniches, il faut se rassurer. Non, je suis pas obligatoirement monsieur. L'éducation sentimentale, pour moi, pourquoi j'ai choisi ce livre, c'est que donc moi j'ai dit des romans noirs, et souvent quand on me demande c'est quoi un bon roman noir, dans ma tête je pense tout de suite à l'éducation sentimentale, qui n'est absolument pas un roman noir ou un polar ou quoi que ce soit, mais c'était cette idée, moi ce que j'adorais. Donc quand j'étais plus jeune, je faisais de l'histoire et de la socio, mais enfin surtout mon cœur battait pour l'histoire, et je me tapais quand même beaucoup de livres, parce que j'ai fait une Hippocagne et tout, donc il fallait lire des livres d'histoire, et c'était quand même souvent extrêmement pénible, parce que c'était assez mal écrit, et que voilà, c'était des analyses, des faits, mais ça manquait de chair. Et tout d'un coup, quand j'ai lu l'éducation sentimentale, c'était aussi une période où j'étudiais les 1848, je ne sais plus si c'est la Deuxième République, enfin, ouais c'est ça, ouais. Donc bon, bref, quand je lisais ce livre, je me disais, bon voilà, si quelqu'un veut comprendre ces années en France, là, les années 1840, 1860, plutôt que de se taper des pavetons de livres d'historiens, vous lisez l'éducation sentimentale, vous aurez tout compris, et vous aurez l'air du temps. Et c'est un peu ce que... Alors moi je fais rien, hein, j'accompagne, mais c'est ce que j'essaye d'accompagner quand j'édite certains livres, hein. Tout à l'heure on va parler du livre de Déoa, de Dominique Manotti. Pour moi c'est ça, c'est-à-dire que c'est le roman est pour moi le média ultime pour décrire une réalité sociale, politique, économique, en l'incarnant par des personnages qui ont des rêves, qui ont des déceptions, qui sont amoureux, enfin tout ce qu'on veut, mais tout d'un coup, voilà, ça prend corps, et donc, voilà, moi j'étais complètement fou de Frédéric, parce que bon voilà, ça correspondait à l'époque, je sais pas, je devais avoir 18 ans, donc
j'avais ce côté un petit peu romantique, hein, j'étais un timide et tout, donc j'étais dans mon coin et je me faisais des grandes histoires et voilà, donc j'ai adoré ce livre, j'adore Flaubert, ça c'est un truc que j'arrête pas de dire à mes auteurs quand ils en ont besoin, hein, certains le font d'eux-mêmes, mais en plus je suis un fou parce que je parle de ça, mais on aurait pu parler de la correspondance, il y a plein de choses chez Flaubert moi, qui font écho en moi, et j'adore son idée du gueuloir. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que beaucoup de livres, en tout cas, n'ont pas été lus par l'auteur, enfin à voix haute. Et souvent, je dis avec les personnes avec qui on part en aventure, à un moment, prends ta page. C'est-à-dire que chaque livre, tu dois être capable de l'ouvrir au hasard, de te mettre debout sur une chaise, parce que normalement mon éditeur il reste à l'ombre, et de pouvoir lire cette page, et cette page sera belle. Il n'y aura pas des choses qui tout d'un coup te heurteront l'oreille ou qui paraîtront maladroits. Et toutes les personnes qui ne lisaient pas leur texte à voix haute et qui maintenant commencent à le faire, et ben il y a un vrai changement. Et cette idée-là, elle m'est venue voilà, en m'intéressant à Flaubert, et je trouvais ça terrible. L'idée d'un écrivain qui passe des journées à déclamer son texte et à le biffer, le reprendre, voilà. Moi j'aime bien les laborieux, alors quand le terme laborieux c'est un peu... c'est pris négativement. Une fois j'avais dit, un journaliste m'avait demandé de parler d'une auteure et j'avais dit c'est une auteure laborieuse, et puis après elle m'avait rappelé en me disant comment ça, mais laborieux dans le sens premier du terme. C'est voilà, c'est un travail, c'est long, c'est plus ou moins pénible, mais avec toujours cet horizon d'avoir la belle page, la belle phrase, et voilà, et d'essayer de... Il y a une pédale en guitare, parce que j'ai essayé de faire de la guitare quand j'étais plus jeune, qui s'appelle sustain, et qui tient la note. Au lieu qu'elle dure 10 secondes, elle en dure 30. Pour moi, la littérature, c'est aussi un peu ça, essayer de soutenir l'effort et qu'il n'y ait pas de temps mort. Et dans Flaubert, je trouve qu'il y a très peu de temps mort. Donc voilà. Donc ça, c'était Flaubert. Non, ça c'était un peu étrange. Donc alors après, de quoi je vais parler après je vais parler je vais parler de Tolstoï. Vachement plus mieux pour Courchevel en fait. C'est mieux pour Courchevel. Bon alors Tolstoï, ce livre, en tout cas, parce que j'en ai pas lu beaucoup de Tolstoï, et puis j'ai tellement aimé ce livre que je voulais pas trop me confronter au reste. Pour moi, ce livre, c'est un peu le livre ultime. C'est-à-dire que c'est beaucoup de gens dans la littérature, les lecteurs, travaillent sont sensibles à l'idée de l'identification. Ah, je me suis identifié à tel personnage. Moi, jamais. Moi, je suis pas du tout dans la... ce qui m'intéresse dans la littérature, c'est absolument pas de m'identifier à des personnages, c'est plutôt de me faire violenter et de me faire imposer des imaginaires, des visions. Alors après, bon, comme avec Céline, on peut s'identifier sur des noirceurs, des visions du monde, mais au début, c'est pas du tout. Est-ce que bon, sauf qu'avec Tolstoï, là pour le coup, c'est complètement cette magie a opéré, et ça l'a pas fait dans beaucoup de livres. C'est-à-dire qu'effectivement, alors je sais plus comment elle s'appelle, je crois qu'elle s'appelle, c'est Natacha, je crois qu'il y a une Natacha. J'allais faire un jeu de mots, non mais bon. Et bon, je suis tombé amoureux de cette fille. C'est-à-dire que je lisais ce livre et je mourais d'envie de la rencontrer, de la voir. Je trouve qu'il y a une analyse psychologique des personnages qui est d'une telle finesse, alors qu'on peut retrouver chez Proust, mais chez Proust, les phrases, pour moi, elles étaient, je me perdais un peu. Tolstoï, je trouve ça écrit, je trouve que c'est rapide, c'est nerveux, et en même temps, j'avais envie d'être là, j'avais envie de participer à ça. Je suis absolument pas intéressé, tout le côté, la guerre, les batailles, d'habitude ne m'intéresse pas, c'est pas obligatoirement mon imaginaire, mais bon, après,
j'ai édité Poutou, qui est un putain de roman de guerre, mais beaucoup plus vaste. Mais quand j'étais dans ces batailles, eh ben, j'avais envie d'être là, quoi. J'avais envie d'être, de participer à cette aventure. Et puis alors, surtout, je crois que c'est à la toute fin du livre, et c'est vraiment le truc que je vous conseille, c'est les réflexions sur sur l'histoire, parce que donc je vous disais, j'ai fait de l'histoire, et souvent quand on est en histoire, quand on étudie les guerres et tout, on a l'impression qu'il y a des généraux qui prennent des décisions, et puis les décisions après sont exécutées, et puis la bataille est gagnée ou elle est perdue. Mais en tout cas, bah voilà, c'est encore une fois, c'est la pensée qui... Là, il vous montre que c'est n'importe quoi, que c'est le bordel, que le général, il est à 15 bornes derrière, sous sa tente, en train de boire du thé, pendant que les mecs, ils sont dans les tranchées, dans la boue, enfin... Et que tout ça, c'est que des actions individuelles qui s'agrègent les unes aux autres. Et après, les historiens arrivent et saisissent un peu une photo et essayent de donner du sens à tout ça. Mais voilà, quand vous lisez les batailles napoléoniennes de Tolstoï, vous voyez que tout ça est complètement... est beaucoup plus bordélique et hasardeux qu'on veut bien nous le faire croire en histoire. Enfin, une certaine histoire, hein, l'histoire qu'on étudie au lycée. Mais voilà, donc j'aimais bien cette idée de la complexité chez Tolstoï. Et puis j'aime bien l'ambition, quoi. J'aime bien les mecs, enfin voilà, quoi, écrire ça. Comme dirait l'autre, là, il faut imaginer Sisyphe heureux. Voilà. Voilà. Donc j'imagine pas voilà, avec qui voilà, ceux qu'il côtoyait, sa famille, ça doit être assez pénible. Et voilà, mais en même temps après il y a ce livre. Donc voilà, donc ça c'était Tolstoï. Alors après je vais parler de quoi? Je la fais un peu chronologique en fait. Alors après, je vais en parler rapidement parce que j'ai absolument rien à dire dessus, mais en même temps, c'est quelqu'un qui me bouleverse assez. Après Céline, Lovecraft, enfin je suis encore dans des personnages très sympathiques et humanistes. C'est vite en fait. Et donc Lovecraft, donc moi je suis pas très, comment dire, j'ai rien contre non plus, hein, mais je veux dire, je suis pas du tout dans le fantastique, je vous parlais un peu de mon rapport à la littérature. Pour moi la littérature c'est ancré dans le réel, dans le monde. Donc tout ce qui est un peu ce qu'on appelle la littérature de l'imaginaire, tout ça, moi je dois avouer que c'est un peu un angle mort chez moi. Mais par contre, donc là, mais il doit peut-être être quelque part, on ne sait rien parce que je parlais de Lovecraft, mais quand je pense à Lovecraft, je pense à Poe. Pour moi, ça va de pair. Ce que j'ai adoré, voilà, ce que j'aime bien chez Lovecraft, c'est déjà c'est des nouvelles. Je trouve que les nouvelles sont un genre qui est relativement peu considéré, alors que pour moi c'est quand même la quintessence de la littérature. Si tu arrives à faire un texte extrêmement fort de 30-40 pages, ça veut dire que tu en as vraiment, sous le pied. Et Lovecraft, c'est ce que j'aime avec lui, c'est suintant, c'est froid, c'est un peu comme Déoa connaît cet endroit, mais j'ai une maison, mes parents ont une maison dans l'Aveyron, et l'Aveyron c'est un pays qui est très dur, il fait très chaud en été et très froid en hiver, et Lovecraft ça me fait penser un peu à un automne pluvieux dans l'Aveyron, où les pierres sont complètement noircies par la pluie, où il fait froid, et où, vous apercevez qu'en fait vous vivez dans un monde que vous croyez extrêmement bien borné, qu'on peut appréhender, et en fait il vous montre que tout ça qu'il y a plein de choses hasardeuses, plein de choses étranges qui sont derrière et qui vous entourent. Et Lovecraft, pour moi, bon, je parlais de Poe, je vais leur faire sortir plein de livres et tout, mais Breton, pour moi, il y a du Lovecraft dans Breton, enfin dans les surréalistes. C'est quelqu'un d'énorme. En plus, j'adore sa vie. C'est quelqu'un qui était une sorte
enfin, il avait un peu. Moi, j'aime bien les auteurs qui ont du mal à être au monde, et lui, il avait pas mal de mal. C'est vrai, il a essayé, mais. Et puis Lovecraft, ce qui est très drôle, c'est que vous vous apercevez que, parce que maintenant, alors ça je reprends le bâton polar, on parle beaucoup des white trash en ce moment, notamment avec la maison d'édition d'Oliver Gallmeister, enfin le néo-noir, toutes ces choses-là. Et ben on s'aperçoit en fait que Lovecraft il parlait déjà des white trash, quoi. Ça se passe toujours dans les Catskills, enfin on est toujours dans des communautés fermées sur elles-mêmes, avec des blancs complètement dégénérés. Et puis il y a ce truc assez plaisant chez Lovecraft, c'est vraiment l'histoire, quoi. On a l'impression que ça soit au coin du feu et qu'on vous raconte une légende. Et voilà, il faut regarder le réel différemment. Alors par contre, ce qui est assez terrible, c'est que Lovecraft, il est traduit avec les pieds, et c'est dommage. Parce que je l'ai découvert là en anglais, et en anglais c'est, enfin, enfin, stylistiquement je trouve ça monstrueux, alors que je trouve que parfois dans la traduction, c'est comme si on avait voulu le mettre un peu dans une case, enfin justement science-fiction, enfin pas science-fiction mais littérature de l'imaginaire, il était une fois, enfin on perd, il y a un côté beaucoup plus vénéneux et littéraire. Là j'édite en ce moment, et je vous le conseille aussi, mais il n'est pas là, mais quand même je vous conseille le livre de Patti Smith qui s'appelle M-Train, et donc on a passé une semaine comme ça, et c'est une folle de Lovecraft, et c'est aussi une folle de Nerval. Et donc tout ça pour moi cohabite, alors que je trouve que parfois les traductions le rendent un peu auteur populaire, alors que c'est pas du tout ça, c'est vraiment c'est assez abstrait, quoi. Enfin, quand vous le lisez en anglais, c'est assez étrange. Donc voilà. Je me permets juste de mentionner, parce que c'est exactement ce que tu viens de dire, Thomas Ligotti, qui est peut-être ah bah oui, un des terrible, voilà, terrible. Et puis là, qui pour le coup est remarquablement traduit par Sylvie Hommessel. Ah ouais, terrible, terrible. J'ai découvert ça cette année, c'est terrible. Et j'ai essayé de trouver un moyen de le faire, mais bon, j'ai du mal à le mettre en série noire. Non, c'est vrai, j'essaie de trouver des moyens. Bon, alors Cormac McCarthy, j'ai pris ce tri pour faire le malin. Parce que bon, évidemment, quand vous avez lu La Route, c'est ultime. Mais là, c'était un peu pour parler des livres qui vous ont marqué quand vous êtes plus jeune, enfin qui vous ont donné envie de faire envie d'aider les gens à écrire des livres. Ce tri, il m'avait été filé par un mec dont je parlerai plus tard, là, ce fameux Michel Brodeau. Je devais avoir, je sais pas, c'est sorti quand en France, voilà, 94, donc voilà, donc j'ai lu en 94, et donc là moi j'adore Cormac McCarthy, c'est-à-dire que on a l'impression que c'est le mec qui peut tout faire. Je vous parlais de La Route, alors La Route c'est l'épure à l'état pur, et ce tri c'est au contraire une sorte de livre maximaliste, où il en fait trop. Expansif. Et expansif. Voilà, expansif, voilà, tout est bon dans le cochon. Et moi je me souviens juste de ce livre, alors là pour le coup c'est des purs souvenirs, hein. J'ai rien à dire, je ne vais pas faire une analyse sur McCarthy, mais je me souviens des parties, il y a des scènes de pêche où il pêche des poissons-chats, je crois que c'est dans le Mississippi. Et donc il décrit comment il décrit la boue, où se cachent les poissons, il décrit le temps qui passe. Il y a une forme de, comment dire, d'ennui, mais enfin d'ennui dans le bon sens du terme, c'est le temps qui passe. Et c'est quand même ce qu'il y a de plus dur à faire dans les romans, c'est arriver à décrire le rien, hein. Là, il est pas dedans, mais il devrait être dedans, mais il y a Bret Easton Ellis qui a fait ça très bien sur des formats beaucoup plus courts, mais ce sentiment de, voilà, qu'il se passe rien. On est assis, on regarde la rivière, et on pêche des poissons. Et puis après, pendant 30 pages, il vous décrit comment, après, ils vont en faire des, je sais pas quoi, des tartes ou des ceci. Et tout ça servi par une, voilà, je pense que vous l'avez lu, donc par une écriture absolument démentiel. Après, donc il y a un moment, c'est complètement suspendu, cette partie sur la rivière, puis tout d'un coup il y a une ellipse où
le héros qui est un hobo, ça se passe dans les années 30, une sorte de vagabond comme ça, part dans la forêt, et là il y a plein d'actions contraires, voilà, ça joue sur tous les registres, et puis alors là pour le coup, la traduction est démente, et voilà, elles ont été 2 à le traduire, et je les avais rencontrées par l'intermédiaire de cette personne que je connaissais. Et voilà, je suis tombé amoureux de cet homme. Et après, il y a Sutry, mais il y a Marilyn Manson, enfin, de toute façon, Cormac McCarthy, tout est bon, quoi. Tout est fabuleux. Alors, ensuite, j'ai pris ce livre de James Ellroy. C'est un peu une provoque, parce que, bon, déjà, j'aime pas James Ellroy, enfin, j'aime bien ses livres, mais j'aime vraiment pas le personnage. Je l'avais rencontré à Los Angeles et tout, il est assez décevant. Enfin, je sais pas. Bref, il est un peu enfermé dans sa posture. Et donc, moi, je lui ai parlé de ce livre et je renie ce livre. Bon, encore mieux. Dans ce cas-là, je l'aime. Alors, évidemment, j'aime tout le quatuor de Los Angeles. Bon, je pense, c'est un horizon dépassable, mais c'est un horizon quand même du roman noir. Et c'est moi ce qui m'a fait vouloir faire du roman noir. Hein. C'est quand j'ai lu Le Dahlia Noir, Le Grand Lit de Bar et Les Confidential. Mais n'empêche, donc quand je suis tombé sur ce livre, la littérature de serial killer, bon, on en a 1000. Bon. Et donc, moi, quand j'étais gamin, j'aimais bien lire ce qu'on appelle le true crime. C'est des livres écrits par des journalistes qui vous décrivent des faits divers et compagnie. Et donc, j'aimais lire ces livres. Et je trouvais que dans les trucs de serial killer, dans les romans, je perdais un côté crasseux qu'il y avait chez les tueurs en série. C'est-à-dire que les tueurs en série, il y a quand même, enfin dans ceux, parce que c'était une époque, hein, c'était les années 70, 80, bon. Il y a une dimension sexuelle qui de temps en temps est un peu gommée dans les romans noirs qui traitent de ça, pour une sorte de génie machiavélique, avec des modus operandi complètement dingues. Bon. Alors que quand même, c'est des mecs qui veulent baiser, quoi. Et facilement, enfin, qui acceptent pas le non. Comment ça, non? Et là, quand je lisais ce livre, je trouve que c'est un livre ultra pervers. Donc, dans ma bouche, c'est un compliment. Et c'est vrai. À un moment, donc, il y a ce serial killer qui croise la route d'un flic qui lui aussi on fait des vertes et des pas mûres, et tous les deux s'associent, et on a l'impression d'être dans une sorte de marée de l'âme humaine. Alors après, moi j'ai édité des livres à la série noire comme La Belle Vie de Matthew Stocco. Enfin, je dois avouer que j'étais pas dans le rejet là. Il y avait un côté, moi ce que j'aime bien, c'est des auteurs comme Sade, oui, on peut parler de ça, bref, qui vous décrivent des scènes soi-disant horribles et atroces, et puis il y a une petite part en vous là, alors ça c'est personnel, hein. Il y a une petite part en vous qui vous dit ah ouais, c'est pas mal quand même. Ça doit être bien. Donc voilà, d'être un peu excité, et puis en sachant qu'on ne doit pas l'être, je trouve ça assez fort. Donc voilà, donc ce livre vraiment il est... Et donc il s'est inspiré d'un mec qui s'appelle, merde j'ai oublié le nom, Schaeffer. Et Schaeffer, il y a un livre qui a été édité chez Camion Noir qui s'appelle Journal d'un tueur, et que je vous conseille. C'est introuvable les livres de Camion Noir, donc bon courage. Mais en tout cas, voilà. Donc il s'est inspiré d'un personnage qui est effectivement le plus pervers des serial killers. Et voilà, donc c'est un livre extrêmement, pour moi, sexuel, et il fallait quand même que je parle un peu de... C'est lequel, Aurélien? Le titre, c'est Un tueur sur la route. Ah oui, pardon, excusez-moi. Ah ouais, je suis complètement... pardon. D'accord. Donc c'est un tueur sur la route. Alors... Et tu as publié aussi du Palahniuk qui ressemblait un peu à ça? Lequel? Je sais pas, c'est un de ceux que j'ai lu, mais c'est loin. Ah ouais, avec ouais, mais Palahniuk. Ouais, mais Palahniuk, ouais, là c'est pas... ça m'excite moins. Enfin, j'aime bien, hein, mais là c'est vraiment...
Alors là, je vous parle de ce livre, c'est juste pour rigoler. Enfin, c'est pas pour rigoler, mais c'est vraiment, c'est pour parler ah oui, pardon. Donc le livre de John, Michel Brodeau. Donc ce livre, en fait, donc Michel Brodeau, c'est un mec, c'est un peu grâce à lui que j'ai fait de. Ah bah j'avais oublié d'ailleurs ce livre, mais dédié. C'est le mec qui. Non mais c'est donc Michel Brodeau, c'est un mec qui est toujours écrivain, journaliste, qui a dirigé la NRF, tout ça, qui était un peu un ami de la famille. Et lui et moi, on a eu une relation amicale très forte. Et c'est un peu lui qui m'a montré, c'est pour ça que je voulais parler de ce livre, qui m'a montré ce que c'était. Il y a un livre de Enrique Villamatas qui s'appelle Une étrange façon de vivre. Et pour moi, éditeur, c'était ça. C'était une étrange façon de vivre. J'allais coucher chez lui certains soirs dans la semaine et tout. Et le matin, je partais à l'école. Et lui, il était allongé sur son lit avec des manuscrits et un stylo. Et son grand problème, c'était qu'il était toujours sur cette pose-là, donc il était un peu luxé de l'épaule-là, et qu'il avait sa freine à lire comme ça. Je disais, mais c'est quoi cette vie, quoi il fait quoi? Donc il faisait des ronds, il tirait des traits, et après tout ça faisait des livres. Et donc on a vécu entre, on va dire, 13 et 21 ans, une relation très forte. Et je partais avec lui tous les étés aux États-Unis. Et donc on a fait les États-Unis de long en large, en travers. C'est pour ça qu'il y a une citation des Stones au début. When I travel coast to coast, in the motel, you're the ghost. Parce qu'on passait nos vies dans des motels et on voyageait. Et c'est ce mec qui m'a un peu appris ce que c'était que la puissance de la littérature. C'est lui qui m'a fait découvrir McCarthy, c'est lui qui, il me filait toujours des trucs à lire. Et donc ça a été un peu une sorte de mentor, quoi. Et donc le livre de John, c'est un peu la description, alors romancée, parce qu'il y a des scènes un peu... dans la réalité, c'est quand même beaucoup moins Mort à Venise que ça l'est dans ce livre. Donc, la littérature, il y a écrit roman, c'est pas un récit. Non, parce qu'après, on va se faire des idées. Mais le fait est que donc il a écrit ce livre. Je devais avoir 15 ans, enfin, je sais pas, c'était quelle année 92, ouais, donc voilà, bon. Donc ouais, non, j'avais 17 ans, mais enfin bon, donc ça parle de nos voyages. Et donc quand il a écrit ce livre, il a voulu me le faire lire d'abord pour que je dise oui ou non, parce que bon, il y a des choses un peu étranges dans ce livre. Et donc c'est la première fois que j'ai lu un livre en format A4. C'est-à-dire que moi, c'est pour ça qu'on me demandait une liste là tout à l'heure, c'est que moi ça fait super longtemps, moi j'aime plus lire les livres, en fait, j'aime lire les feuilles, quoi, en format A4. Je trouve ça chouette. Donc je me souviens très bien de lui venant comme ça, et me filant ce paquet, quoi. Et moi lisant, et j'adorais cette sensation que le livre, parce que pour nous, les auteurs doivent être heureux, parce qu'enfin c'est derrière eux, mais je suis sûr que quand même il doit y avoir une pointe de tristesse quand le livre il est imprimé. Quelque part, il est mort, quoi. Enfin, il est fait, quoi. Toute la partie avant, quand on est donc dans les feuilles A4, c'est jubilatoire, c'est-à-dire qu'on peut se dire qu'on va prendre ce paragraphe-là, le coller là, on va couper ça, on va reprendre ça. Enfin, c'est comme un torrent de lave, et c'est pas rigidifié encore, c'est en construction. Et à partir de ce jour-là, il m'a fait lire tous ses autres livres, parce qu'il en a commis d'autres, et je ne voulais les lire qu'en format A4, quoi. Et voilà, il a, je pense, développé chez moi cette addiction au manuscrit. Parce que là on parle de livres, mais d'abord c'est des manuscrits. Et c'est ce qui me tient vraiment à cœur, moi, c'est cette phase avant. Et quand je dis ça, c'est pas du tout un truc de... c'est pas snob, hein, mais c'est juste que j'ai l'impression que c'est vivant et que tout est encore possible. Et voilà, donc vu que parfois je suis un peu
triste. Quand on est sur des trucs en A4, on se dit, ah, voilà, c'est pas fini, quoi. Donc voilà. Alors pour finir, le livre, je crois que c'est un des livres les plus importants de ma vie. Que je relis assez régulièrement et qui me fait toujours pleurer. Donc c'est ce livre qui s'appelle donc Please Kill Me, qui est une histoire orale du mouvement punk américain, parce que les Anglais c'est que des rigolos, hein. Ils ont chopé le train après coup, quoi. Mais le punk il est né aux États-Unis et donc c'est des entretiens, donc c'est une histoire orale, donc il y a des personnages comme ça, enfin des personnages, pas des personnages, hein, des personnes réelles qui témoignent. Donc c'est complètement éclaté, puis au fur et à mesure, vu que le livre est assez long, on voit que les personnages reviennent, donc tout ça crée une vraie cohésion. Et c'est, voilà, pour moi c'est une version moderne de Don Quichotte, quoi. C'est vraiment des mecs qui sont partis. Toutes les photos sont sublimes. Il y a une photo de Sam Shepard avec Patti Smith. Enfin bon, bref, tout est superbe. Des gens qui ont rêvé. Quand j'étais gamin, mon père il m'emmenait voir Higelin. Et Higelin, il y a une chanson qui s'appelait, qui s'appelait pas, mais dedans il disait je vis pas ma vie, je la rêve. Et donc ce livre, c'est un peu ça, quoi. C'est des petits fous furieux qui tout d'un coup ont rêvé un retour aux racines du rock'n'roll, hein. Tous ces mecs-là, que ce soit les Iggy Pop, le MC5, des mecs qui écoutaient Elvis et qui aimaient bien le côté pur et dur du rock'n'roll, et donc entourés de Pink Floyd, de Beatles, enfin de trucs où ça dure, ils sont revenus à quelque chose de très très sec, sans fioriture, un peu comme moi ce que j'aime faire dans les livres, hein, que le livre fasse 220 pages ou 800, ça reste sans fioriture, hein. Et quand quelqu'un me parle des livres de DO1 en me disant ouais, c'est un peu long, je suis là, quelle page? Qu'est-ce que t'enlèves? Comment dire, on peut être long et sec, enfin, après Elroy et tout ça, ça faire des interprétations. Enfin bref, on peut être gros et voilà, faire des trucs massifs, mais en même temps dedans que ça soit complètement concentré et qu'il n'y ait pas de complaisance. Alors ce que j'aime aussi beaucoup dans ce livre, c'est que c'est un livre très triste. Ça commence bien, c'est-à-dire que c'est pour ça que ça me fait un peu penser à Don Quichotte, quoi. Ils partent à l'abordage, et puis la dernière partie du livre, c'est les années 80. Voilà, les Johnny Thunders, les Didi Ramones, enfin bon, tous ces gens-là ont du mal un peu à gérer la transition, et c'est un peu la fin du rêve, quoi. Donc c'est vraiment un livre très très, moi que je trouve très douloureux, à la fois très lumineux et très douloureux, et puis il y a plein d'anecdotes démentes comme Lou Reed parce qu'après c'est devenu un grand intellectuel, mais bon, on parle quand même de Lou Reed à une époque où il se baladait avec une assiette et il demandait aux gens, tu veux pas qu'on aille à l'hôtel, tu me fais caca sur l'assiette. Donc tout ça c'est quand même assez drôle. Faut pas oublier d'où on vient, et puis vous verrez qu'il y a j'ai un petit garçon qui s'appelle Iggy, et que j'ai appelé Iggy après, quand on a su que ça serait un garçon, on s'est dit Iggy, ça sera le nom parfait, parce que vous verrez dans ce livre, Iggy Pop, il est présenté comme on parle toujours de Bowie, que j'adore, hein, et qui effectivement était très intelligent, mais Iggy Pop est aussi sacrément intelligent, et beaucoup plus intelligent qu'il n'en a l'air, et juste lui, il a décidé de faire l'idiot, comme dirait son album, mais voilà, il en a vraiment sous le pied, c'est un peu la figure tutélaire du livre, et voilà, et vraiment, s'il y avait qu'un livre à acheter ce soir, hein, c'est vraiment celui-là, mais les autres sont bien aussi, quoi. Voilà, donc c'est bon. Je me permettrais juste d'ajouter, si parmi vous il y en a qui ne connaissent pas Catherine Dufour, Outrage et Rébellion, qui est dans le champ science-fictif, en fait, et c'est pas que ça, mais c'est notamment une réécriture de Please Kill Me. Et c'est complètement incroyable. Enfin, c'est extrêmement violent aussi, mais c'est très différent et c'est magnifique. Voilà. Et merci infiniment, c'est Aurélien. moi qui vous remercie.
Et puis, voilà. Traditionnellement, on consacre les 10-15 dernières minutes en fait, de la soirée avant de pouvoir retourner boire à parler, en fait, donc quand c'est un auteur de ces livres qui nous plaisent chez Caribe et quand c'est un éditeur, évidemment, là, l'univers est plus important. Donc c'est une petite sélection en fait, de livres qu'on aime beaucoup dans la série noire relativement récente. Donc voilà, on va essayer de faire assez vite. Je donne ma chaise. Non, c'est bon. Moi, je vais vous dire, voilà, et on a choisi des livres qui ne sont pas ceux qui viennent juste de sortir, mais qui ont parfois quelques années déjà. Et donc voilà, moi, je voulais vous en parler de 3. Donc le premier, vous le connaissez sûrement, mais c'est Mapuche de Caril Ferret. Alors moi j'aime beaucoup Caril Ferret, mais parce que je trouve que c'est quelqu'un qui a... ça correspond à des choses qu'a dit Aurélien ce soir, ça ne semble pas non plus complètement par hasard, mais c'est quelqu'un qui, dans une trame de roman noir, de roman de réel, crée du roman d'aventure. Du roman d'aventure, en fait, où il y a un côté très 19e, en fait. Il y a un côté capé épais, extrêmement violent, extrêmement contemporain, que j'adore. Enfin, moi, je trouve que si Dumas, aujourd'hui, écrivait des romans, en fait, il écrirait plutôt des choses comme Zulu, comme Mapuche, comme les 2 livres néo-zélandais, et certainement comme celui que j'ai pas encore lu, donc qui vient juste de sortir. Mais en tout cas, Mapuche, donc, qui est l'avant-dernier, qui se passe en Argentine, qui est autour d'une thématique qui a aussi été superbement traitée par Elsa Osorio, des enlèvements d'enfants sous la dictature pour les refiler en fait à des riches familles bourges argentines qui avaient envie d'avoir des enfants, quoi. Et qui est un truc dont on a toujours moins parlé que des disparitions proprement dites et de la torture, mais qui est quelque chose qui continue en fait à pourrir en fait une partie de la société argentine, surtout de la société argentine nantie, où on sait qu'il n'y a pas eu quand même un repentir absolument phénoménal, hein. Et ça, c'est un peu un understatement. Mais donc, en tout cas, Caril Ferret, il a vraiment ce côté d'arriver à bâtir. Alors, c'est pas quelqu'un qui s'embarrasse nécessairement de documentation méticuleuse. C'est pas son vrai truc. Je parlais tout à l'heure de DOA, c'est assez différent de ce point de vue-là. Mais voilà, il y a ce côté de créer des espèces de héros un peu avec un côté romantique. Mais en même temps, c'est pas à l'eau de rose, hein, Caril Ferret. C'est assez brutal, hein, quand même. Mais, voilà, en tout cas, c'est vraiment très très chouette. Moi je voulais parler de Dominique Manotti. Oh oui. Donc de Hors Noir. Donc Dominique Manotti, c'est un auteur qu'on adore ici. Donc celui-là il est paru l'année dernière. En fait dans ce roman-là on retrouve un personnage qui était dans ses premiers romans notamment, qui est le commissaire Daquin, qui est un commissaire assez particulier. Donc c'était un personnage qui était dans Sombre Sentier. Donc Sombre Sentier, pour ceux qui l'ont lu, c'est son premier roman paru, qui était un roman qui se passait dans le sentier, où il y avait donc ce commissaire qui enquêtait avec la brigade des stupéfiants, avec des méthodes assez particulières, assez brutales, souvent à la limite, voire au-delà de la légalité, dans le quartier du Sentier, sur un trafic d'héroïne, au moment où des travailleurs du Sentier s'étaient mis en grève pour être régularisés, obtenir des papiers. Là, en fait, dans ce roman-là, donc on retrouve ce personnage du commissaire. Sombre Sentier, ça se passait en 1980. Là, ça se passe en 1973, donc 7 ans auparavant, et il débarque, c'est sa première mission. Il débarque à Marseille en 73, en pleine succession sanglante dans le milieu marseillais, donc entre Zampa et Francis le Belge, après la chute des frères Guérini et le démantèlement de la French Connection, donc la filière d'héroïne qui approvisionnait les États-Unis en provenance de la France et en particulier en provenance du port de Marseille. Donc au début du roman, il y a un ancien lieutenant des Guérini qui est devenu un businessman très très reconnu dans le milieu marseillais, qui est assassiné à la sortie d'un casino. Et donc commence à enquêter sur une enquête qui a tout l'air d'être un règlement de compte dans le milieu marseillais et qui va s'avérer en fait être complètement autre chose et beaucoup plus que ça. Ça se passe donc en 73, au moment crucial du développement du commerce international, du pétrole, la libéralisation du commerce qui fait naître des espèces d'appétits démesurés pour ce commerce mondialisé, pour une contrebande. Comme tous les romans de Dominique Manotti, c'est à la fois remarquablement documenté, super efficace, en même temps ça tombe jamais dans l'essai, les personnages ne pérorent jamais. Voilà, donc Dominique Manotti, elle impressionne vraiment depuis le début par cette capacité à la fois, elle est historienne de formation, donc à parler d'histoire et en même temps à construire des romans policiers très très forts, très puissants, qui permettent en même temps de dévoiler des arcanes de l'histoire et de l'économie.
Donc un roman fabuleux. On parle très bien. En deuxième, je voulais dire un mot de Frédéric Jacot, et donc non pas de l'Exil, qui vient de sortir et que j'ai beaucoup aimé aussi, mais dont je craignais en fait de ne pas l'avoir fini à temps pour ce soir, donc j'ai préféré être sûr et vous parler de La Nuit. La Nuit, c'est son deuxième roman, donc avant ça, il avait écrit un premier roman qui résonne très certainement avec Un tueur sur la route, évidemment, puisqu'on parle de la psychologie intime et d'une façon assez torturée en fait d'un serial killer. Un monstre, puisque c'est le titre de ce premier roman. La Nuit, c'est son deuxième. La Nuit, c'est un de ces romans où, en fait, alors Frédéric Jacot, que je ne connais pas personnellement, même si je l'ai croisé une fois ou deux chez Caribe, est quelqu'un qui est nourri aussi de science-fiction, en fait, qui est beaucoup plus dans sa culture au départ que le noir traditionnel, que le noir des années 50-60. Ou des années 30-40, même s'il en connaît évidemment beaucoup, et ça se ressent beaucoup dans La Nuit. Alors ce qui est fantastique, ça se passe à Tromsø, Tromsø, c'est la grande ville, si on veut, qui fait plus de 50 000 habitants, qui en fait 75 ou 80 000, je crois, et qui est la plus au nord en fait du monde. Donc il y a 3 mois de jour et 6 mois de nuit, et 9 mois de nuit, pardon, et qui est aussi une ville, par ailleurs, qu'une ville universitaire avec ses quartiers résidentiels, avec tout ce qui fait une ville moderne aujourd'hui, avec aussi son Red Light District. Et Frédéric Jacot a réussi dans La Nuit à placer en fait des tas d'éléments qui ont l'air assez disjoints, qui sont des choses très vécues. C'est un vétérinaire qui appelait pour des urgences pour des chats la nuit. Des trucs un peu... Et puis, il y a quand même, bon c'est très sombre, il fait nuit, ça pèse sur les gens, il y a quelque chose quand même qui se passe qui est malsain, mais à côté de ça, bon, et tout ça se met à converger doucement, tac, 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 vers un truc complètement fou, réellement apocalyptique, où on se fait prendre, voilà, je ne veux pas en dévoiler beaucoup plus, et surtout pas sur la façon dont ça s'agence, mais ça foisonne beaucoup, c'est très ambitieux. Je pense que c'est un de ces très, très, très chouettes romans, c'est son deuxième. C'est des romans qui échouent en partie, mais ça n'a aucune importance, parce que, comme ça a souvent été dit, il vaut mieux des romans qui échouent en ayant tenté vraiment quelque chose, que des romans qui réussissent un truc assez minable, en fait. Et celui-là fait vraiment partie, oui, il a des défauts, probablement, mais c'est un roman où on n'en sort pas indemne, on se dit, ouais, là, il s'est vraiment passé quelque chose, j'ai vraiment assisté à un truc littéraire important, voilà. Et pour les amoureux de la littérature, Frédéric Jacot est quand même un grand styliste. Alors l'écriture est absolument magnifique. Hein. C'est vrai que je le dis jamais assez. Mais je suis un peu... Donc, je voulais dire quelques mots du livre d'Elsa Marpeau qui est sorti au début de l'année 2015, Ils oublieront la colère. Je me suis rendu compte qu'en fait les 3 romans que j'avais choisis ce soir étaient des romans qui avaient un contexte historique et qui permettaient par le roman noir d'éclairer l'histoire. Donc c'est son 4e roman. Il évoque en fait un lien entre les histoires de 2 femmes. Donc il y a une femme qui s'appelle Marianne Marceau qui a été accusée de collaboration horizontale pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc le roman s'ouvre sur une scène à la Libération. En fait elle est poursuivie, menacée d'être tondue. Et donc il y a un deuxième personnage qui est un commissaire qui s'appelle Garance Calderon, donc c'est aujourd'hui, plus 70 ans plus tard. Et elle est capitaine de gendarmerie, ça se passe aux environs de Sens, et elle est appelée pour enquêter sur le meurtre, enfin en tout cas le décès, pardon, d'un certain professeur d'histoire-géographie dans la ville de Sens qui a été retrouvé mort sur la propriété des Marceaux, en bordure du lac. Et justement il se trouve que ce professeur d'histoire-géographie s'intéressait à l'histoire et à l'humiliation des femmes tondues à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Donc on ne sait pas si c'est un suicide, si c'est un accident de chasse, si c'est un meurtre. Et donc elle, alors le capitaine de gendarmerie, c'est un personnage un peu particulier, on est dans la campagne, elle enquête avec ses robes à fleurs, ses bottes en caoutchouc. Et bon, au fur et à mesure de cette enquête, en fait, son passé commence à ressurgir, refait surface, alors qu'elle enquête dans cette famille de paysans où on sent bien qu'il y a des haines recuites qui ont des dizaines d'années, à la fois un contexte de violence sociale assez fort, et puis toutes ces vieilles haines qui ressurgissent. Encore une fois, c'est pas un roman parfait, mais il y a une ambiance vraiment obsédante, très cruelle, où ça évoque une des périodes les plus dures, des épisodes les plus durs de la Libération. Et puis il y a ces personnages de femmes très marquants, très contrastés, qui ont été confrontés à ces événements-là. Et puis une intrigue qui est très très bien construite jusqu'à la fin, un retournement ultime. Donc un roman très chouette. Le 3e et dernier dont je voulais parler, donc bon, c'est un peu gênant parce que l'auteur est présent, mais bon. Retourne-toi. C'est Primo de Dewa. Donc je disais tout à l'heure, bon voilà, il y a beaucoup de romans.
qu'ils soient en série noire ou ailleurs, il y a beaucoup de romans qui ont des défauts et c'est pas grave. Puis il y a aussi des romans qui n'ont pas de défauts. Et tout Pruneau, l'auteur est là. Hein. Oui. Mais c'est vrai, ça. Non, mais c'est vrai. C'est parce que l'auteur est là. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, vraiment, c'est justement. C'est un chef-d'œuvre. Dans la façon, dont à partir d'un roman qui était paru quelques années plus tôt, qui était Citoyen clandestin, qui est un roman qui m'a travaillé pendant des années, moi, qui était vraiment un roman important. Il y a un peu un assemblage un peu miraculeux en fait pour arriver à faire Citoyen clandestin, puis quelques années plus tard Punctu Primo, et ce qui va suivre, j'espère, c'est qu'il y a vraiment une capacité à les saisir dans un truc qui est peut-être une des interfaces à la fois les plus mystérieuses, les plus compliquées et les plus essentielles en fait du monde contemporain, qui est l'endroit où les intérêts en fait économiques et financiers de gens touchent à tout ce qui est les questions d'appareils de sécurité. Donc militaire, service secret, police, et le soi-disant ou réel et choc des civilisations, et la façon dont tout ça en fait s'agence dans la grande histoire, qu'on ne voit pas encore parce qu'on a le nez dedans, et dans la petite histoire en fait où il y a des choses justement qui s'agencent à un niveau parfois microscopique. Et ces sujets-là, c'est des sujets super durs à traiter parce que ceux qui le font mieux en général, c'est quand même certains auteurs de thrillers américains qui sont des monstres de la documentation, de la research, et qui font des choses où il y a de la vérisimilitude, où on sent bien, mais où il n'y a pas beaucoup de pensée. Ou alors ça devient des essayistes et c'est une autre histoire. Et je trouve que ce qu'a réussi à faire DOA en fait avec ce qui est en train de devenir un cycle ou un très grand roman en tout cas, et comme le disait tout à l'heure Aurélien, c'est très juste, c'est que c'est des romans qui sont assez volumineux, mais où il n'y a pas de gras, il n'y a pas de trucs inutiles, tout sert, tout a un sens. Et on est vraiment loin dans le sens de la documentation, du détail, du fait que c'est réel, que c'est bien comme ça que ça se passe, qu'on le sache par ailleurs ou qu'on puisse le deviner. Et donc là, on est sur un terrain qui est l'Afghanistan, pas d'aujourd'hui, mais d'il y a quelques années, donc avec le choc entre les talibans sur place, les zones tribales pakistanaises qui leur servent de base arrière. C'est pas évidemment que les talibans, c'est l'ensemble des différentes tribus, des différentes ethnies, des différentes tribus religieux, la présence d'Al-Qaïda, les services secrets, les mercenaires, les armées de l'OTAN en fait qui font de la formation de l'armée afghane, etc. Et puis derrière tout ce qui grouille en fait autour des intérêts qu'il y a, on va dire, en Afghanistan. C'est pas l'Irak, il ne va pas y avoir des masses d'intérêts pétroliers, certes, il y en a d'autres. Et tout ça est agencé. Et tout ça est agencé d'une manière qui fait, et à aucun moment on tombe dans ce qui serait le mauvais versant de ces œuvres. Et c'est parfois des grands auteurs américains que j'apprécie par ailleurs, mais tombent dans ce versant, c'est que ça devient au fond des exposés. L'aventure passe au second plan, alors que là, comme dans Citoyen clandestin, il y a des personnages qui sont incroyables, des personnages qui sont pas nécessairement des gens qu'on aime, mais en tout cas on se passionne pour eux, on a vraiment envie de savoir ce qui va leur arriver. Et moi, si je peux juste intervenir là, c'est exactement sur ce que tu dis. Moi je les aime bien. et justement, c'est-à-dire qu'il a réussi à me faire, parce que moi je suis un peu débile, quand j'écoutais Renaud quand j'avais 6 ans et compagnie, j'étais un peu... et il a réussi à me faire aimer l'armée, quoi. Non, mais de loin quand même. Hein. Ouais. On les sent. Mais il y a toute une interrogation sur l'honneur. Et on est quand même dans une société où l'honneur et la droiture, c'est quand même pas ce qui est le plus fort et mis en avant. Là, que ça soit aussi bien ces armées privées ou même les talibans, parce que je dis, il m'a fait aimer l'armée, mais même il me fait aimer, il me fait comprendre en tout cas les gens qui sont en face et qui se lèvent. Je pense que il y a un travail d'empathie, parce que souvent quand on parle de ce livre, on parle de la masse, pas toi, mais quand le livre est sorti, mais il y a un travail d'empathie et d'amour pour les personnages qui me font furieusement penser, alors doucement les basses, je t'emmerde, moi pas doucement les basses, qui me font furieusement penser à Guerre épée. La finesse psychologique des personnages, qui est incroyable, c'est-à-dire qu'il y a une densité, dans ces personnages qui donne un fond mais incroyablement costaud au livre. C'est-à-dire que lorsque tu parles d'honneur en plus, cet honneur il est complètement fluctuant, mais il est constamment existant et c'est d'une richesse. Mais moi j'étais sur le cul avec ce livre. Moi, grâce à toi d'ailleurs, mais merci.
Ce qu'on voit, c'est que beaucoup de livres en fait, qui parlent vraiment du contemporain sont obligés, enfin, dans l'univers du noir, au sens large, sont sur cette espèce de constat amer mais très réaliste, et de toute façon c'est l'intérêt économique privé égoïste qui s'est définitivement emparé d'à peu près tout, et que le reste c'est du souvenir. Et curieusement, il y a une façon, dans des livres qui au départ ne prétendent pas parler du capitalisme contemporain, mais qui re-questionnent les choses en y réintroduisant des choses telles que la simple fraternité humaine, celle des combattants, et ça c'est des choses que des Américains traitent effectivement. Mais de remettre quelque chose qui est aussi désuet, qui est aussi une notion très bizarre qu'est l'honneur, et l'honneur personnel, l'honneur vis-à-vis d'une idée en fait, c'est quelque chose qui est fort, qui est rare, et qui sonne juste, quoi, dans un univers assez improbable. Et puis ça scanne quand même, ça scanne complètement les 20 dernières années, c'est-à-dire que d'une façon... c'est au laser, quoi. C'est-à-dire que dans ce livre-là, tu as la quintessence à la fois de l'échec du capitalisme, de l'échec de ce qu'est une conquête militaire, et en même temps, tu as tout ce qui active ça. Ouais, et puis c'est la raison pour laquelle ça se passe comme ça. Et... Enfin, c'est hyper costaud, moi j'attends que la suite. Hein. Voilà, et après, pour être honnête, le plaisir de s'imaginer caché dans sa combinaison spéciale de camouflage à moins de 1,50 m de tes ennemis, c'est priceless, quoi. Vraiment, Ouais, et puis bon, t'es au cœur du truc, quoi, à chaque fois. T'es au cœur de ces mecs qui sont derrière leur écran et qui sont en train d'actionner les drones, et en même temps, t'es au cœur d'une. Je sais pas quel est le nom afghan pour la ferme, là. Voilà, et t'es avec les gens qui sont à l'intérieur et tu te dis, bon voilà, ça va péter, quoi, toi, et ça, ouais, le mot empathie est tout à fait juste, quoi. Et ton empathie, elle passe d'un personnage à l'autre, comme ça, sans arrêt, et puis tout le reste, évidemment, c'est archi documenté, et ça, bon, bravo, quoi. Ouais, il est pas mal. Ben, merci, hein, ça m'a beaucoup touché. Là, ah cool, ah bah oui, puis alors, ce livre il est sublime. Voilà, je voulais parler de ce livre que j'ai vraiment adoré. Donc c'est le 9e roman de Patrick Péchereau, ça se déroule entre la Commune et le Paris de 1905, et entre Paris et les Grandes Plaines américaines, c'est énorme. Donc il y a un personnage qui s'appelle encore une fois Marceau, donc c'est un communard qui était proche pendant la Commune des milieux artistiques, il a survécu à la Semaine sanglante. Et puis il lance, donc bien des années plus tard, donc ça se passe juste à la fin, enfin au tournant du XXe siècle, entre 1898 et 1905, il part à la recherche d'un homme qu'il a connu, qui a été un de ses amis, qui s'appelle Dana. Une recherche qui est complètement obsessionnelle, qui est certainement brouillée par des troubles psychologiques qu'on découvre au fur et à mesure, par une consommation un peu de drogue. Et donc cet homme, ce mystérieux Dana, il est disparu sans laisser de traces après la Commune, auquel il avait activement participé. Alors on ne sait pas vraiment si c'est un communard, si c'était un truand, enfin, on ne sait pas vraiment quel rôle il a joué pendant la Semaine sanglante. Et visiblement il est parti en Amérique. Et puis on ne sait pas non plus ce qui se passe dans la mémoire de Marceau. On a l'impression qu'au fur et à mesure, enfin après quand le livre se déroule à peu près en 4 actes, un peu à la manière d'un théâtre. Et on se rend compte qu'à la fois la mémoire personnelle de Marceau s'effrite, et qu'en même temps la mémoire des événements de la Commune, donc, qui au début du siècle se sont déroulés, donc 30 ans auparavant, sont en train d'être reconstruits, réécrits, réinventés, alors qu'au même moment dans le livre, on découvre la montée en puissance de l'industrie du spectacle, du cinéma, du divertissement, avec la photographie, les premiers westerns et le Wild West Show de Buffalo Bill. Donc le roman se déroule en 4 actes, c'est une enquête, mais en même temps c'est plutôt une quête fantomatique à la recherche de ce personnage, qui conduit donc le personnage de Marceau engage un détective de l'agence Pinkerton, et il va sillonner les plaines de l'Amérique du Nord en allant dans ces communautés utopiques qui se sont montées à la fin du 19e siècle, en arrivant en général trop tard. Les tentatives, elles sont avortées, et puis il va croiser dans cette recherche Calamity Jane, Buffalo Bill, le Wild West Show, la montée des premiers westerns. Alors ça fait penser aux Tristesses de la Terre de Éric Vuillard. Donc on a l'impression à la fois que Marceau s'est lancé à la quête de ce passé, enfin à la quête de ce personnage, et en même temps à la quête de son passé, de tout ce qui s'est passé pendant la Commune. On croise beaucoup à la fois des personnages historiques dans ce roman, donc il y a Courbet, il y a Louise Michel, et puis il y a Verlaine et Rimbaud qui ont un rôle très important dans le roman, et puis des personnages fictifs. Alors c'est pas un roman historique, en même temps c'est une plongée dans le climat
de l'époque. Ce qui est extraordinaire chez Péchereau, c'est la langue, vraiment absolument incroyable. Faubourienne, rappeuse, par moments poétique, elle change en fait le vocabulaire, la façon d'écrire change au fil des chapitres en fonction de l'époque, en fonction des lieux où ça se déroule. Voilà, c'est un livre absolument magnifique sur le maquillage de la réalité, les idéaux trahis, puis sur la mémoire. Bah, merci. Magnifique. Je peux vous poser une question? Ouais, mais, et puis après aussi, hein, c'est quand on boit des coups, hein, vous pouvez me parler. Hein. J'ai l'impression qu'avant, Série Noire, c'était un éditeur de traduction de romans étrangers. Et depuis que vous êtes là... Ben moi, je préfère les auteurs aux livres. Donc, les livres, pour moi... je voyais un mec, l'autre fois, j'ai vu... quand j'ai rencontré Sébastien Rézère, qui fait de Série Noire et tout, je l'ai vu dans le hall de Gallimard, avec ses phrases de Mishima tatouées, son look un peu étrange, enfin un peu Hugo Boss, on va dire. Et je me suis dit, on va faire un livre. Après, on travaille, c'est beaucoup de travail quand je dis que... mais ce qui m'intéresse, alors là, il y a quelques DOA ce soir, mais bon, c'est déjà la classe. Et mais là, tous les auteurs, là, dont Elsa Marpeau, Patrick Péchereau... Brenet ? Oui, tous. C'est des gens... Enfin voilà, c'est des gens vraiment que j'aime et je préfère faire ça que traduire des livres et parler avec des agents qui me demandent c'est quoi le plan média. Moi je suis heureux et avec DOA, c'est une aventure. Il avait connu mon ancien directeur, enfin celui qui était avant moi. C'est un peu, voilà, c'est une histoire d'amour. Moi je me vis un peu comme un producteur, quoi. Enfin, je suis là juste pour accompagner des gens et puis on s'engueule. Parfois je suis une tête de pioche, enfin sa vie, c'est l'édition et parfois aussi chez Gallimard. Hein. Quand on lit les lettres de Céline à Gaston Gallimard, on voit bien que chez Gallimard il y a toujours une sorte de tropisme ou comment dire, faudrait que l'auteur remercie la maison. Moi je suis complètement à l'inverse. Moi sans DOA, sans Elsa, je suis rien, quoi. Et je ne prévois rien. Souvent on parle de quelles étaient vos pensées ou rien. J'ai de la chance de recevoir des livres et après on va exactement comme avec Tolstoï. Après je peux faire de l'histoire. Je peux dire oui, alors j'ai voulu faire du polar rural, mais rien du tout. J'ai juste reçu 3 livres qui se passaient à la campagne l'année dernière et donc je les ai publiés cette année. Donc voilà, moi le cœur de la série noire vraiment bat en France, quoi. Et si vraiment je pouvais décrocher, mon rêve ça serait de faire, ça fait un peu une année française, mais j'aimerais vraiment faire une année française, quoi. Voilà, donc j'aime bien quand tu fais ton monde. Voilà, donc n'hésitez pas à acheter ces livres pour vous évidemment, pour les offrir, n'oubliez pas que ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à poursuivre vos conversations informelles autour d'un verre et autres. Et en tout cas, merci infiniment. C'est moi qui vous remercie et merci pour vos mots.